Record du meilleur jour de lancement au box-office japonais, rentre dans le top 10 des films les plus rentables du box-office japonais en seulement 17 jours, 6ème plus gros succès de tous les temps au Japon en 3 semaines, 4ème film le plus rentable au box-office japonais en un mois, et il est aussi le film le plus rapide à atteindre le palier des 30 milliards de yens, dépassant le précédent détenteur de ce titre qui était un film de la même licence, je parle du Mastodonte. Bon, clairement, les chiffres sont affolants. Il y a plus de records que Macron a eu de Premier ministre, et pourtant c'est chaud. La Forteresse de l'Infini est vouée à être le plus gros succès du box-office japonais. Mais est-ce que Demon Slayer mérite réellement cette place? Spoil? Je suis pas vraiment sûr, surtout si on prend en compte que le film Chainsaw Man sort incessamment sous peu. Mais par contre, petite nuance, est-ce que Demon Slayer, et plus précisément ce film, mérite autant de succès? Si t'as pas compris la subtilité de la question, je t'en veux pas trop, mais la différence c'est que là, on va pas le comparer aux autres mangas. Pour résumer, est-ce un bon film? C'était pas ma guerre! Si on doit reposer le contexte dans l'histoire, c'est tout de même le début de l'arc final. Alors ça peut être un frein pour un film parce qu'il faut avoir vu tout l'animé avant, mais c'est surtout un boost, du fait qu'une guerre finale, c'est le climax de l'histoire. Déjà la saison 4 de Demon Slayer nous a laissé sur un épisode de gros dingo qui contraste avec le reste de la saison. Donc 282 000 likes pour ce dernier épisode et il nous laisse en pleine forteresse de l'infini. Ça s'arrête juste avant que les combats commencent. Les enjeux sont grands, parce que tout le principe d'une guerre finale, c'est que c'est la fin. Ça veut dire qu'au bout de cette guerre, il ne restera plus qu'un des deux camps. Absolument toutes les personnes concernées font partie de cette guerre. Ça se doit d'être un véritable climax de plusieurs tomes où l'on voit les persos les plus puissants du manga se battre, et tout ça avec très peu de temps mort. Une guerre finale se doit d'être aussi la conclusion de tout ce qui a été construit jusqu'ici, donc les combats ne sont pas choisis au hasard. Tous les opposants se doivent d'avoir un antécédent entre eux, une raison de se battre, Tarklage des Lopez. Donc si t'as bien compris, dans une guerre finale, on se doit d'avoir de l'action et de l'émotion. Et est-ce qu'on a de quoi manger dans Demon Slayer? La bagarre! Qu'on dise les termes, en termes d'action, Demon Slayer ça tabasse. C'est le cas de le dire! Et dans cet arc, on voit enfin tous les piliers et les lunes supérieures se battre, Joe Band. On a tous notre pilier préféré et ils sont enfin mis à l'honneur dans cet arc. Ah. Ah. Pour ce qui est des lunes supérieures, on va enfin voir ce qu'elles ont dans le bidou. Est-ce que c'est juste des grandes gueules ou de réels monstres de puissance? Et spoil, ouch ça pique. On le ressent par leurs actions, mais aussi et surtout grâce à la mise en scène. Bon, là j'ai plus parlé de l'adaptation animée et j'ai pas grand chose pour illustrer. ufotable nous a régalé une fois de plus, et ça s'améliore d'année en année, parce que là, c'était constamment magnifiquement animé. Et surtout, ils ont amélioré la direction artistique. Il y a beaucoup plus de jeux de lumière, les plans et déliés sont bien plus travaillés, les décors aussi, on a une réelle sensation d'infini dans cette forteresse. On croirait voir l'étendue de ma médiocrité, et surtout le décor de Doma est magnifique. Des cadavres de femmes sur le sol, j'adore. Si je dois mettre un petit bémol, que j'ai ressenti surtout pendant le combat face à Akaza, qui est dû au fait qu'ils soient 3 pendant ce combat, en fait ils font que gueuler le nom de leurs attaques en entier à chaque attaque, sachant que ces villes gredins ont toujours le même souffle. Ça sert à rien de le préciser. Mais surtout le problème c'est qu'ils ralentissent l'action pour le dire, et on perd par définition en vitesse. L'action est moins intense et j'ai peur que ça gâche le combat face à Kokushibo et Muzan, parce qu'ils sont autant à se battre que dans la queue pour se taper Lily Phillips. Je m'excuse pour ces comparaisons. Et là où je suis un peu déçu, c'est que j'ai pas eu ce pic d'adrénaline que j'ai eu devant Lily Phillips. Non, c'est pas ça. Pendant le final du combat Tengen vs Kyutaro, il me semble qu'on l'aura face à Kokushibo, donc je perds pas espoir, mais j'ai les Blue Balls. Autre aspect intéressant qui peut facilement être raté, c'est le power-up. On en a le droit à deux pendant ce film. Le premier avec Zenitsu qui nous montre sa création, le 7ème mouvement du foutre. Alors, c'est une excellente conclusion pour celui qui ne maîtrisait qu'un mouvement, mais j'avais souvenir que c'était expliqué dans le manga pourquoi il avait réussi à créer ce mouvement. J'ai vérifié, c'est pas expliqué, donc je suis juste bon pour l'HP, mais du coup, mon interprétation, c'est qu'il maîtrisait tellement le premier mouvement, ou le souffle du foutre, qu'il a réussi à l'emmener à un autre niveau. C'est la forme améliorée du premier mouvement. On le voit sur le dessin, il ressemble beaucoup au premier move, mais avec un dragon qui zigzague. Pour ce qui est de Tanjiro, c'est bien plus travaillé. Ça veut pas dire mieux fait, c'est un peu comme toi, c'est pas parce que tes parents ont beaucoup bêté. J'aime bien le fait que ce soit pas amené par qu'un seul flashback. Là, il remet le puzzle en place, selon ce qu'il vit face à Akaza, mais ça reste des gros Deus Ex Machina sortis de nulle part. Pourquoi Tanjiro avait oublié le souvenir avec son père alors que justement il lui disait de jamais l'oublier? Surtout que le daron est mort juste après. Ça semble fortement une facilité scénaristique tout ça. Ça aurait été mieux selon moi qu'on vive au présent la scène avec Inosuke. Et même on aurait pu voir à un autre moment le flashback avec son père. Et c'est face à Akaza, affûté par sa perception de l'aura, pas sûr de la syntaxe, que Tanjiro remet ses idées en place et comprend comment l'appliquer face à lui. En plus, si on fait ça, on gagne énormément en rythme parce que, il faut le dire, c'est un petit peu longuet ces flashbacks. Dernier point par rapport à l'action, c'est tout simplement que si on a pris autant de plaisir à voir ces combats, c'est parce qu'ils sont tous des vengeances. Shinobu vengeait sa sœur, Zenitsu vengeait son sensei et Tanjiro son mentor, Rengoku. On voulait à tout prix les voir gagner pour ce qu'ils ont fait subir à nos persos. Ça vient nous chercher au fond de nous tel un raw post-Heineken. Les petits cours de SVT des enfants, on appelle ça les émotions. L'impact émotionnel de ces combats s'explique grâce à plusieurs choses, donc déjà par cet aspect de vengeance, mais aussi parce qu'on a des combats de haut niveau. Le risque de défaite est grand. Donc selon notre affect avec le perso qui se bat, on sera plus ou moins épais, apeuré, et chose très importante de la part de l'autrice, pour qu'on n'ait pas l'idée en tête que personne ne mourra pendant cette guerre, elle a fait perdre les pourfendeurs sur le premier combat qu'on voit. Et Shinobu est morte face à Toma, et c'est là qu'on comprend l'ampleur de cette guerre. Un pilier est tombé dès le début, et d'ailleurs les persos du manga le savent et se rendent tout autant compte de nous de la difficulté des combats à venir. Pour Zenitsu, je trouve que c'est sûrement le combat le plus intense émotionnellement parlant. Les fans de Zenitsu ont tous fait un AVC parce que déjà on a un aura
farming depuis quelques temps, avec un Zenitsu bien brosson, le fameux brin décoloré ténébreux. Son maître c'est Harakiried à cause de son élève devenu démon. Ce qui me fait personnellement le plus de peine là-dedans, c'est pas forcément qu'il se soit donné la mort, mais c'est la façon dont c'est raconté. Le vieux a dû se faire Aravashkiri tout seul, sans personne pour assister à sa mort et abréger ses souffrances. Malgré tout ce qu'il a essayé de construire dans sa vie, il n'avait plus personne à la fin. Pour le côté émotionnel, on a aussi le fait que Zenitsu n'a pas réellement gagné. Il a échoué à ramener Kaigaku du bon côté. Il est donc encore persuadé d'être un raté et surtout, il s'en veut pour son sensei et c'est là qu'il a une vision. Son sensei lui dit qu'il est sa plus grande fierté. Je pense que pour les fans de Zenitsu, on pouvait pas rêver mieux comme combat final. Pour ce qui est de Tanjiro, hormis la vengeance, il n'y a pas grand chose de son côté. C'est plus Akaza qui est le centre émotionnel de ce combat grâce à son flashback. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de ce manga et celui-là est particulièrement travaillé parce qu'il a du sens pour comprendre ce personnage. Qu'est-ce qui l'a mené à devenir démon, mais surtout, qu'est-ce qui l'a mené à haïr les faibles, qu'est-ce qui l'a mené à vouloir devenir le plus fort. さあ始めようか。宴の時間だ。 Alors pourquoi j'en fais une partie à part? C'est parce que tous les combats de ce film ont la force pour thème commun. J'imagine que c'est aussi le cas des autres combats de l'arc, mais je m'en rappelle plus. Je sens ton jugement, mais on est là pour parler du film, donc tu as baissé un ton. Et du coup, je vais parler des premiers combats d'abord, pour ensuite revenir sur Akaza, et tu comprendras pourquoi. Le watch time, évidemment. Pour information, je vais utiliser aussi des infos qu'on a eues avant le film, parce que ces combats ont aussi des antécédents philosophiques, psychologiques, gélatriques. C'est la conclusion de tout ce qui a été développé avant, et c'est normal d'utiliser ce qu'on a déjà vu avant. C'est QFD. Pour Shinobu, son combat va parler du sens du devoir. Elle a toujours été la plus faible physiquement, malgré sa vitesse hors norme, elle est incapable de trancher la tête d'un démon. Alors que n'importe quel pourfendeur y arrive. Oh la honte. Mais elle sait qu'elle doit persévérer, donc elle a trouvé un moyen de tuer les démons sans leur trancher le cou. Si elle fait tout ça, c'est pour une raison. Elle n'a rien pu faire pour empêcher la mort de sa sœur et n'accepte pas sa mort. Donc elle a décidé de prendre sa place. Qu'elle fasse en sorte qu'il n'y ait pas de mort supplémentaire due à la disparition de Kanae. On peut le voir d'abord grâce au changement de personnalité de Shinobu, elle a décidé de devenir exactement comme sa sœur. On pourrait croire que l'âme de Kanae est maintenant dans le corps de Shinobu. Et deuxième preuve, c'est qu'au début du combat, on voit un flashback où Kanae dit à Shinobu de mener une vie normale. Mais par dette envers elle, Shinobu se doit de la remplacer et de continuer à être pourfendeuse. Autre aspect qui montre son sens du devoir, c'est qu'elle se doit de ne pas abandonner. La vision qu'elle a de sa sœur devant elle face à la mort qui lui dit de ne pas abandonner, c'est pas réellement Kanae. Déjà parce qu'elle est morte, mais surtout parce qu'elle souhaitait que Shinobu arrête. Mais en fait, c'est plutôt la représentation de la promesse que Shinobu s'est faite en disant qu'elle se devait de tout donner pour venger Kanae. Oui, ça s'appelle la folie. Pour résumer et pour expliquer pourquoi j'amène le sens du devoir dans la réflexion sur la force, c'est que Shinobu, malgré sa faiblesse, fait tout pour arrêter Doma. Même si elle sait que c'est perdu d'avance, elle se doit d'essayer de lui infliger le moindre dégât pour que ses successeurs aient plus de chances de vaincre Doma. Pour Zenitsu, là on va parler plus de peur de décevoir, et ça tombe bien, je m'y connais vachement bien en déception. Si on remet le contexte sur ce qu'était Zenitsu avant ce combat, il n'a jamais eu confiance en lui, parce qu'il ne maîtrise qu'un mouvement du foutre, et que toute sa vie on lui a rappelé qu'il était un raté. On l'a jamais complimenté. Oh la honte. Kaigaku, son rival, est la représentation de toutes ses remarques négatives. A l'inverse, son sensei est lui le seul à complimenter Zenitsu, à l'encourager, mais quand il a mis fin à ses jours, pas de bol, ça symbolise que maintenant, plus personne ne sera là pour le mettre en confiance. Ça amène du développement, ça pousse Zenitsu à devenir quelqu'un de tellement fort qu'il sera capable d'être fier de lui-même. Seulement, on se rend compte pendant sa vision avec son sensei que s'il manquait de confiance en lui, c'est qu'il avait peur de le décevoir, et qu'il voulait le rendre fier. Lui, le seul qui croyait en Zenitsu. Et c'est là que le vieux lui dit Zenitsu, j'ai oublié mon texte. Zenitsu peut maintenant être fier de lui et aller de l'avant. Seul bémol pour cette conclusion, c'est que j'ai pas souvenir qu'il y en ait eu une pour le fait qu'il se battait que endormi. Alors, je capte le fait que quand il dort, il voit pas le regard des autres, donc il a plus confiance en lui. Mais en soi, on n'a pas montré le switch, le moment où il arrive à se battre sans dormir. Pour terminer, on revient sur Akaza, et lui parle de la définition pure et dure de la force. Qu'est-ce que ça veut dire être fort? Qu'est-ce que ça veut dire être faible? Et la réponse, je te la donne directement, être fort, ça veut dire savoir renoncer à la simplicité. D'abord face à Rengoku, Akaza lui propose de devenir un démon pour devenir plus fort et être éternel. Mais il ne parle que de puissance, parce qu'il est persuadé que c'est ça qui compte, alors que non, c'est de goût. Mais Rengoku nous démontre que lui est fort, car même face à la mort, il n'a pas cédé et refuse de devenir un démon, car il sait que s'il acceptait, il agirait à l'encontre de ses principes. Mais aussi on le voit parce qu'en se laissant mourir, il montre la bonne vertu, la voie à suivre. Il inspire donc les jeunes pourfendeurs. Et dernièrement, c'est parce qu'il a réussi à défendre des personnes sans défense, de Enmu et Akaza. Ensuite, dans son flashback, on nous apporte d'autres éléments de compréhension. Au premier abord, on pourrait croire que si Akaza déteste les faibles, c'est parce qu'il lui rappelle ceux qui ont lâchement empoisonné sa famille. Mais en fait, ça lui rappelle celui qu'il était, celui qui a été incapable de protéger ceux qu'il aimait. Et oui, il a été faible, mais pas parce qu'il a été incapable de les protéger, c'est parce qu'il a cédé à la simplicité. Il les a vengés en tuant leurs assassins. Et c'est une erreur similaire qui a causé la mort de son père. Peu importe à quel point Akuji est puissant, il n'en sera pas pour autant plus fort, car il n'apprend pas ses erreurs et ne prend pas en maturité. Ce que lui ont appris son maître, Rengoku et Tanjiro, c'est qu'au lieu de les tuer, il devait essayer de les comprendre, de les accompagner et de les amener vers le droit chemin. Je ne négocie pas avec des terroristes. Akaza est tellement faible qu'il refuse la défaite, comme beaucoup de démons d'ailleurs, mais lui est capable de refuser parce que trancher son coup ne suffit plus. Là, ensuite, le combat n'est plus entre Giyu, Tanjiro et Akaza, mais entre Akuji et Akaza. En redevenant Akuji, Akaza se laisse mourir parce qu'Akuji a compris que survivre allait à l'encontre de tous les préceptes que ses mentors lui ont appris. S'il veut aider les faibles, il doit arrêter de les tuer, donc arrêter d'être un démon. Akuji accepte la défaite et renonce à la vie éternelle, et meurt heureux en retrouvant ceux qu'il a aimés. Akuji peut enfin savourer sa première victoire, celle face à son démon, Akaza. Pour conclure en vif, je t'ai dit tout à l'heure que c'était important de parler d'Akaza en dernier. Et c'est parce qu'en fait, lui aussi est concerné par les deux aspects de la force qu'on a vu avec Shinobu et Zenitsu. Il a le sens du devoir parce qu'il se devait de protéger son père et son épouse, et la peur de décevoir parce qu'il devait les rendre fiers. C'est par peur d'être faible qu'il est devenu un démon.
Voilà, c'est tout pour cette petite analyse de film, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Je sais qu'on dit tout ça, mais ça m'encouragerait vraiment à continuer et je saurais comment m'améliorer. Aussi, n'hésite pas à aller regarder mes anciennes vidéos, et pour ce qui est des prochaines, on reparlera de mon nouveau manga, et aussi on analysera Redze, le meilleur perso de Chainsaw Man sans débat possible, donc j'espère que tu seras au rendez-vous. Sur ce, passe une bonne journée mon bébou.